Bienvenue pour cette présentation de ma série de photos pour janvier 2022. Donc, comme toujours dans ces vidéos, je vais simplement passer au travers de quelques photos, soit prises, soit rééditées pendant ce mois de janvier. Donc voilà, on commence tout de suite par ces premiers clichés réalisés à l'aide d'un Leica M240, donc appareil à télémètre, relativement ancien, et avec une optique que j'essaie d'appréhender, une optique nouvelle, enfin nouvelle pour moi, qui est un Voigtlander Nocton 35 mm f1.4 classique dans sa deuxième mouture, donc le V2. Toutes ces optiques, à chaque fois j'essaie d'utiliser ces optiques nouvelles pour m'adapter et mieux comprendre leur rendu. Donc ce Nocton cette version-là est une version avec qui a des aberrations sphériques relativement marquées. C'est un objectif qui est sorti en 2008. La V2 ne change pas forcément le rendu, mais permettait de ne pas décaler la focale quand on changeait l'ouverture. Mais il existe deux versions. Cette version est avec des revêtements qui conservent des couleurs neutres, un double revêtement, alors qu'il existe une version avec simple revêtement qui donne des couleurs un peu plus classiques, un peu d'aspect ancien. Mais on voit qu'avec cette combinaison appareil, photo et optique, on arrive à avoir des images relativement intéressantes avec des belles couleurs. Dans ce cas-là, avec un spectacle de l'artiste Dan Asher qui avait lieu à Genève, qui s'appelle Borealis, où il passe des lasers de 3 couleurs fondamentales au travers de fumigènes. On voit aussi sur cette dernière image où le plan est plus verticalisé. En fait, selon l'angle de vision du spectateur, le mélange de ces 3 couleurs au travers des fumigènes vont donner une infinie variation de couleurs et donc créer ces aspects d'aurore boréale artificielle. Très intéressant. Un spectacle qui a eu lieu dans plusieurs grandes villes et qu'il vaut la peine de voir s'il passe près de chez vous. Donc la photo de droite, par contre, là on passe sur quelque chose d'autre. J'avais déjà fait des essais le mois d'avant. C'est une longue exposition, dans ce cas-là, 1 minute. Un autoportrait, en fait, j'essaie quelque chose de particulier en utilisant une caméra grand format, un trépied 4.5 et une lentille pinhole, donc trou d'aiguille d'une focale 280 et de 180 mm. Là, avec 2 éclairages puissants, j'essaie de voir ce que pouvait donner des éclairages artificiels. Mais je trouve intéressant ce genre de rendu. À nouveau, je ne fais pas trop attention à la poussière, mais j'aime bien ce rendu un peu pas propre de ce cliché scanné et ensuite retravaillé uniquement dans les spectres de luminosité. Là, on a 3 exemples de films APS. Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos précédentes, j'aime bien utiliser ces anciennes émulsions. Le format film APS donc n'existe plus. Ici, utilisé avec un appareil photo Pentax Effina. Le film étant expiré depuis 20 ans, on voit ces aberrations en fait, de rendu de couleurs, mais que j'aime bien. Donc, dans ce cas-là, c'est important à noter. Là, je les ai scannés moi-même, ce négatif scanné à l'aide d'un adaptateur Nikon dans lequel on peut glisser les négatifs et adapté sur un appareil numérique moderne plein format, Leica SL2, qui a un rendu assez doux, plus doux et à mon avis plus précis que le rendu du scanner numérique du labo qui avait développé les clichés. Donc là, les États-Unis sur les 2 extrémités, la baie de San Francisco, enfin dans la région de San Francisco, et au centre, une photo de Rome. J'aime assez ces appareils APS. Là, sur ces clichés à droite, c'est à nouveau la même bobine de film. On a un autofocus qui est relativement précis, mais qui des fois se plante et donne un aspect un peu rêveur de la composition. Et toujours ces films un peu expirés, quand ils ne sont pas correctement exposés. La mauvaise exposition de l'exposition automatique de ces appareils crée des rendus et des textures très intéressantes à mon goût. À gauche, par contre, là aussi une expérimentation avec une optique dont je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc c'est un Leica M240 comme appareil photo. C'est un peu mon appareil photo standard pour faire de la photo de rue. Et un 50 mm Leica Sumarit M f2.5 de 2007.
C'est une lentille qui avait été faite à l'époque pour contrecarrer l'apparition de lentilles adaptables sur les appareils photo type Leica M, qui voulait rivaliser en termes de budget avec ces autres marques, dont Voigtlander. Et par contre, avec un bokeh moderne, donc les couleurs sont typiques d'un Leica, un piqué qui est bien précis, un rendu très neutre pour ces lentilles. J'aime beaucoup d'ailleurs ce bokeh. Je trouve par contre c'est un objectif difficile à utiliser quand on n'a pas l'habitude. La seule chose qui différencie réellement ces optiques bas budget de Leica était surtout la construction mécanique, qui avait été relativement critiquée à l'époque, mais qui en fait, le rendu est beau. J'aime assez en fait cette construction un petit peu plus légère des objectifs, toujours avec la même qualité, mais un peu moins doux et souple que les optiques plus haut de gamme chez Leica. Mais comme toujours, alors là on revient sur du APS, mais enfin là je vais un peu dans tous les sens avec cette série parce qu'elle est chronologiquement un peu disparate. Mais comme toujours, je trouve toujours intéressant d'expérimenter avec son matériel, quitte à faire des clichés qui ne veulent rien dire. C'est aussi le processus qui compte. Alors là, toujours avec ce film expiré et ce Pentax Effina en format APS, des clichés de rue, de scènes urbaines en Suisse et en Norvège. La Norvège tout à droite, les deux autres sont en Suisse. L'histoire n'est pas la même quand le médium est différent, hein. Ça avec une optique moderne, un capteur moderne, des couleurs rendues avec un capteur neutre. Ça raconte pas la même chose. Ça raconte pas la même chose. Alors là, on revient avec cette optique Leica dont je parlais avant, le Summarit M f2.5 à gauche. Ce bokeh très moderne, ces couleurs typiques Leica. Un rendu globalement très neutre. Cette série d'optiques bas prix, entre guillemets, comprenait des 35 mm, 50 mm, 75 mm et 90 mm. Comme toujours, nouvel équipement pour moi, ça veut dire essayer d'intégrer organiquement le résultat de ces lentilles, de trouver un équilibre, de voir si on aime ou on n'aime pas utiliser. J'ai eu pas mal de peine à utiliser cette optique 50 mm à l'origine par rapport à des optiques un peu plus habituelles pour moi, que sont les Summicron 50 f2 ou des optiques chez Nikon ou Canon de même type. Mais en fait, au final, avec un peu d'entraînement, j'aime bien le caractère de cette lentille. Donc on va sûrement la retrouver plus tard. À droite, même chose. J'expérimentais là avec un boîtier M8, donc pas plein format, et une optique ancienne, un Sumaron Leica 28 mm f5.6, extrêmement compact à transporter, avec ce rendu, là on voit très doux. Mais voilà, sur ces deux autres clichés, on voit ce que ce Sumaron donne. Donc c'est une optique. Le Sumaron a été réédité récemment en 2021 avec quelques modifications des revêtements entre les lentilles. Mais là, c'est un original que j'ai trouvé à bas prix sur le marché de l'occasion, qui date donc entre 1955 et 1963. Intéressant sur le M8 parce que ça transforme un peu. C'est plus vraiment le champ d'un 28 mm, mais plutôt d'un 40-45. Et avec cette résistance aux reflets et aux images fantômes qui est d'époque en fait. L'absence de revêtement sur les lentilles fait qu'on a ces auras. Mais bon, un rendu intéressant à mon avis. Je ne sais pas si j'aime vraiment utiliser cet objectif, mais en tout cas très compact. Ensuite, là j'ai toute une vidéo qui parle de cette... Là, on est sur du film maintenant, mais j'ai toute une vidéo qui parle pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu, qui a déjà été diffusé, de ce film qui est produit par le Film Photography Project 1,6 ISO. Là, utilisé sur un appareil photo Leica 3 avec un 50 mm f2 Sumar entre 1932 et 1939, sans revêtement des lentilles. Ce film est un film en fait Kodak extrêmement rigide, avec des couleurs optimisées pour la post-production ciné, et donc exposé souvent avec des lasers, du CRT ou du LED, avec des colorimétries très bizarres.
mais vraiment optimisé pour ce processus de post-production, que Kodak ne fournit pas sous forme de capsule pour nos appareils photo 35 mm, mais que le film photographie produit, enfin reconditionne. Donc allez voir la vidéo séparée si ça vous intéresse, il y a plusieurs exemples. Donc là, toujours avec cette même combinaison film et appareil photo. Dans mon autre vidéo, je montre un peu la différence avec un appareil photo numérique, quelles sont les différences de rendu et de couleur. Mais film très intéressant à utiliser parce que ça permet vraiment d'utiliser des optiques ouvertes, à pleine ouverture, en pleine lumière, avec des vitesses relativement lentes. Et donc on arrive vraiment à rendre les caractéristiques intrinsèques des compositions de lentilles, enfin d'objectifs, de ces groupes de lentilles, même en pleine lumière, en plein soleil, comme on peut le voir là sur ces 2 clichés à la plage, ou ici encore, bon, à nouveau avec cette colorimétrie très particulière, aussi due à cette optique ancienne, mais principalement par le film. Alors là, on passe à toute autre chose. 2 clichés qui sont réalisés avec 2 appareils photo très différents. À gauche, le M8 avec ce Sumaron, comme tout à l'heure. Donc, objectif très compact qui tient relativement bien avec l'appareil dans une poche de veste, mais qui présente ces reflets de forme bizarres, ces glaires, hein, ces flares un peu bizarres. Pas inintéressants, mais qui sont assez difficiles d'utiliser avec des hauts contrastes, parce qu'ils sont très présents. Et à droite, le Pentax Q. Pentax Q, c'est cet appareil photo à objectif interchangeable, très très compact. Là, avec son téléobjectif 0,6. Donc ça, c'est un Pentax Q. La série Q avait aussi un QS1 qui doublait la sensibilité en basse lumière, un capteur très discrètement plus grand. Mais là, on voit bien ce grain bien particulier du Pentax Q quand on force les ISO. Granuleux, mais intéressant. Assez organique, étonnamment. Ensuite, on revient du Leica M240 avec cette lentille 50 mm Sumarit M f2.5. Je l'avais dit, ça va un peu dans tous les sens sur cette série. À nouveau, j'aime m'entraîner par le cliché pour appréhender un outil nouveau. Dans ce cas-là, cette optique, je ne la connaissais pas très bien. Je connais très bien le Leica M240 et son rendu assez dynamique dans les couleurs. Le Sumarit M, la f2.5, sur ces 2 clichés, c'est une série où je commence à m'adapter à son rendu neutre, mais je ne sais pas, il y a un côté poétique dans le rendu des couleurs. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. J'aime assez ce look assez moderne de l'optique, mais tout en préservant un côté doux et typique des optiques Leica, en fait. Alors là, on passe à autre chose. À gauche, du Leica, à nouveau, avec un Digital R, module R. Donc c'est sur un appareil photo R8, cet appareil photo de Leica où on pouvait changer le dos pour passer du film au numérique, donc sur un 35 mm. C'est le premier qui l'ait fait. Je trouve avec pas mal de succès, en fait. J'ai du plaisir à utiliser cet appareil. Et je peux passer au film si je veux. Mais ça n'a pas eu le succès commercial escompté. Peut-être qu'un jour, on y reviendra. Et là, avec une optique, je pense que c'est le Telite 400 f6.8, une optique de 68, produite de 68 à 94, avec ce rendu très doux, très détaillé, assez classique, assez unique aussi, parce que c'est une construction, vraiment, c'est un long tube, pas très compact cet objectif, mais un beau rendu. À droite, c'est du Leica M6, c'est un Leica M6, donc c'est du film. Là, un film Pro Image 100 de Kodak, qui est un film qui date du siècle passé, déjà fin du siècle passé, mais qui était très robuste à la température. En gros, c'est un dérivé du Kodak Gold 100, mais très résistant donc, aux températures, qui était distribué surtout en Asie. Au tout début, il était distribué sous le nom de Profoto. Je crois qu'il est encore parfois distribué sous le nom de Profoto 100. Il existait au format 120. Alors là, je n'en ai pas vu depuis très longtemps. Je ne crois pas qu'ils le produisent encore. Mais en tout cas, le 35 mm a commencé à être distribué en Europe puis aux États-Unis depuis quelques années, au grand plaisir des photographes qui aiment le film. Un rendu
de couleurs qui est... Alors là, on va le voir, il y a toute une série. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo spécifiquement pour le Pro Image 100. Mais là, on voit cette série, toujours avec ce Leica M6. Je ne sais pas quels objectifs j'ai utilisé là, mais ce rendu des couleurs doux, pas trop saturé. On a un très bon rendu des couleurs de peau. Alors là, j'ai malheureusement pas d'exemple sur cette série-là. Peut-être sur les deux clichés qui viennent. Bon, ça serait mieux sur des portraits même. On a une belle saturation, un beau rendu des couleurs. Un film qui permet bien de ressortir, si on les scanne, de ressortir les basses lumières. Il y a une largeur de sensibilité qui est assez bonne. Alors là, on est toujours avec du Pro Image 100, mais changement d'appareil photo. Je suis revenu sur une ancienne série d'un film que je n'avais pas vraiment retravaillé en post-production, donc du Pro Image 100, utilisé sur un appareil photo Leica MDA, qui est en gros un Leica M3 sans le télémètre, mais avec un adaptateur de l'époque qui permettait de le transformer en réflexe, et un objectif Telite 280 mm f4.8, je crois, pas sûr. Donc c'est des photos que j'avais prises en 2020. On voit le rendu des bleus du Pro Image 100. Même chose ici, toujours avec cet équipement un peu bizarre, ce Leica MDA qui utilise le Visioflex. Et donc c'est un réflexe modulaire, si on veut, que Leica proposait à ses utilisateurs à l'époque. Le MDA a été aussi utilisé, vu qu'il y avait une absence de télémètre, pour de la photographie microscopique ou technique. Dans ce cas-là, le tube du Visioflex sert de tube macro à une optique qui n'était pas prévue pour mettre sur un Visioflex, mais qui s'adapte. Et donc là, je pense que c'était un 50 mm f2 Summicron qui en fait un appareil photo macro. Voilà. Je trouve intéressant de les montrer, le Pro Image 100 étant très doux. Maintenant, on passe, comme souvent dans la présentation de série, sur les images computationnelles, avec les applications que je développe pour ma pratique personnelle, mais qui sont aussi distribuées, qui sont développées pour iOS. Donc malheureusement, pour ceux qui ont du Android, c'est que sur du iPhone, du iPad. Sur des appareils plutôt récents, ça prend pas mal de puissance de processeur. Donc là, la photo de gauche, c'est une application qui s'appelle Camaré. Alors, je ne sais pas quel filtre j'ai utilisé et les algorithmes utilisés dans ce cas-là. Je pense que c'est du semi avec une simulation d'un vieux film. Au centre, c'est une multi-exposition. Alors là, il y a ce que j'appelle en saturateur, des filtres de traitement du signal avant simulation de film ou simulation de capteur. Un HDR qui augmente largement les basses lumières sur les photos sous-exposées, plus une autre photo. Donc c'est une surexposition sur Camaré, toujours cette application. À droite, là, c'est une application qui s'appelle DarkCam, qui a la possibilité en aléatoire d'expérimenter avec le moteur de filtre de Camaré. Cette application a un flash en plus, a une interface utilisateur qui permet d'être discrète. C'est-à-dire que par exemple en concert, on ne voit pas trop l'écran, on peut diminuer la luminosité de l'écran. Une interface qui est tout en rouge, qui est assez particulière, et qui indique dans ce mode de filtre, qui indique les paramètres qui seraient réutilisables dans Camaré. Donc là, on voit que c'est Regertz, l'ensaturateur, et Fudge, le filmulateur, avec le sous-modèle qui est indiqué en bas de la photo. DarkCam est gratuite comme application pour ceux que ça intéresse. Camaré, je crois qu'elle est au prix minimum. Toujours DarkCam, donc là, souvent j'utilise DarkCam, c'est assez discret, personne ne me voit réellement faire les photos. Puis souvent je teste aussi évidemment mes logiciels, donc j'utilise aléatoirement mes applis. 3 exemples de l'utilisation de cette application en mode aléatoire, filtre aléatoire. À gauche, un filtre d'entrée en saturateur, donc noir et blanc, relativement neutre, comme si on avait mis un filtre jaune. Et ensuite, par-dessus, une simulation de film couleur, en fait, qui donne un grain un peu particulier. Au centre, un ensaturateur qui s'appelle Moop, qui conserve les couleurs d'origine, mais se base pour ses luminosités sur une carte colorimétrique monochrome d'un canal colorimétrique en fonction de ce qu'on a réglé. Dur à expliquer, mais ça fait ce rendu un peu bizarre,
avec une préservation de certaines couleurs. Surtout en basse lumière, ça donne des choses assez bizarres. Et à droite, le HDR, qui est une sorte de... qui crée un type de High Dynamic Range, mais plus analogique, avec un simulateur de film ensuite par-dessus. Alors là, c'était comme dans les premières photos de cette série, cette présentation, cette œuvre boréaliste, cette performance. On voit que les couleurs sont pas exactement les mêmes. C'est intéressant comme rendu à mon avis. Même chose ici. Alors là, je suis passé à l'autre application, à Camaré, qui est mon application, celle que j'utilise le plus, qui est la plus précise, qui me permet de régler vraiment le détail des paramètres. Voilà, avec un non-saturateur qui est probablement HDR, mais quelques petits affinages dans les réglages. Un format, j'aime bien le format 1:2, le rapport de cadrage. Au centre, voilà, Darkcam, absolument pas. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Digital Pola, qui n'est pas encore sortie, sur laquelle je travaille, qui a en gros un nouveau moteur de génération d'images, beaucoup plus rapide dans la capture. C'est vraiment très très sensible, très rapide. Et ensuite, le post-processing se fait un peu en arrière-fond, consomme moins. Quelques petits détails dans le rendu de l'image qui sont différents, sur lesquels je travaille en ce moment, et que j'utilise et que je teste, avec un ensaturateur qui s'appelle Square, qui crée une sorte de mosaïque de carrés, selon certains critères. Et ensuite, un simulateur de capteur CCD de 2001, peu sensible et à basse résolution, mais qui donne ce rendu un peu granuleux. À droite, on revient sur du Camaré, avec l'ensaturateur HDR, qui aplatit donc les hautes lumières, un effet de solarisation, quand c'est trop saturé en lumière. Voilà. À nouveau du Camaré, donc là une dual photo à gauche. Les deux clichés de gauche en fait n'en sont qu'un. C'est une prise de photo d'un côté de l'appareil et de l'autre en même temps, donc avec Camaré, le rapport 1:2. Comme il y a deux photos, ça fait un carré globalement. Et ces photos donc sont prises en même temps, avec par-dessus un simulateur d'imprimante thermique. À droite, Camaré, toujours avec le rapport 1:2. Là, c'est du l'ensaturateur HDR qui est poussé dans l'éditeur post-processeur intégré à l'application, et sur lequel est un simulateur de CCD à haute résolution, mais ancien, poussé dans les ISO, donc avec ce rendu assez granuleux. Ensuite, toujours Camaré. Donc, à gauche, un ensaturateur qui s'appelle Arguable, qui décale légèrement, comme on pouvait le voir avec des formats vidéo analogiques anciens, qui décalent les canaux couleurs rouge, vert et bleu, et par-dessus une simulation en fait d'impression thermique comme avant. Au centre, HDR comme ensaturateur, avec probablement un simulateur de film Kodak assez chaud. Puis à droite, bon, là c'est de la multi-exposition, toujours avec Camaré. La multi-exposition est toujours assez intéressante, à mon avis, ne serait-ce que dans sa pratique. C'est intéressant de voir comment on compose des clichés les uns sur les autres, à la prise de vue, et pas avec Photoshop ensuite. J'aime bien cette activité. Ici, 3 clichés, toujours avec Camaré. À gauche, un ensaturateur qui s'appelle Denaz, qui réduit la plage dynamique, aplatit les luminosités, mais qui donne cet aspect d'émulsion couleur un peu ancienne, et un simulateur de film, évidemment, je pense, par-dessus. Au centre, une multi-exposition, toujours Camaré. Quelqu'un qui marche, et par-dessus, ben voilà, quand je parlais de composition, c'est intéressant quand on voit une scène, on se rappelle l'image à laquelle on va rajouter quelque chose. Là, c'est une bouteille cassée sur du goudron, par-dessus cette personne qui marche au bord de l'eau. Voilà. Je trouvais intéressant comme composition. Rien de transcendant, mais intéressant. Et à droite, voilà un bon exemple de l'utilisation de cet ensaturateur HDR. Quand les lumières sont trop élevées, ça crée une sorte de solarisation des hautes lumières. Voilà, du Camaré à gauche, multi-exposition. Au centre, une multi-exposition avec 2 clichés. Je pense que cet aspect un peu bizarre
de négatif. Je pense que c'est un cliché que j'ai multi-exposé avec un HDR poussé au maximum en post-processing qui a tendance à inverser la carte des luminosités. Justement, c'est des filtres que je mets dans ces applications qui permettent vraiment de bricoler, de bidouiller, de pousser un peu aux extrêmes, puis d'avoir des résultats qui sont très différents. J'aime bien. C'est un peu le but des algorithmes que je code. Et à droite, ça c'est dans l'application Vika, une autre application Vika qui est en gros une application, c'est l'application junior de Camaret, qui a depuis peu un module aléatoire. Alors là, c'est un module aléatoire qui génère, un peu comme le fait d'Arkham, mais à nouveau un petit peu différemment, des rendus aléatoires avec des formats différents. Voilà. Là, visiblement, il y a un filtre, c'est pas Reggertz, c'est non pas Arguable. C'est possiblement Reggertz, l'ensaturateur avec une simulation de film noir blanc par-dessus. On continue. Là, on a 2 clichés qui étaient faits avec un nouveau ensaturateur que j'appelais Semi, qui génère une sorte de distorsion géométrique, comme on pourrait le trouver avec des groupes de lentilles optiques peu fiables, voilà, avec une distorsion des couleurs, mais qui n'a pas la même géométrie en fonction des canaux couleurs. Un rendu assez particulier, 2 exemples ici, donc dans l'application Camaret. Et ensuite, finalement, pour cette série, pour ce mois-ci, du HDR avec un nouveau simulateur de film que j'ai intégré dans Camaret le mois passé, un rendu à basse vitesse en bougeant. Voilà ce que ça peut donner. HDR est pas mal pour pousser les basses lumières. Puis à droite, à nouveau ce Digital Pola, pas encore distribué, mais qui a un nouveau moteur de rendu qui crée des choses assez intéressantes à mon goût. Basé sur un ensaturateur qui est BWI, qu'on trouve dans Camaret, et un filmulateur qui s'appelle RDBug Col 200, qui est basé en fait sur un film qui avait un vieux film expiré, je ne sais plus quel film, que j'avais mal scanné. Enfin voilà, ça donne cet effet. Donc j'espère que ça vous a un petit peu diverti ou donné peut-être quelques idées pour passer du bon temps avec vos appareils photo et peut-être changer vos pratiques. Et voilà, toujours, n'hésitez pas à poster des commentaires ou des suggestions en bas de cette vidéo. Et à bientôt!